Bienvenue chez Malo, avec Jannick Anctil et ses invités. Bonjour, bon début de semaine tout le monde. Bienvenue à ce 7e épisode de Bienvenue chez Malo, évidemment. 7e épisode avec deux personnes ultra inspirantes, encore une fois, qui ont un point commun. Je vais les inviter avant de vous dévoiler ce que c'est. Et vous allez voir à quel point ils gagnent à être connus. Il y aura des rires, il y aura de l'énergie au rendez-vous. Alors, je les admets immédiatement. Le premier est arrivé. Salut. Bonjour Charles, comment ça va? Ça va très bien, toi? Bonjour. Eh oui, la deuxième vient d'arriver aussi. Lynn Tremblay, bonjour. Ah, on l'a pas. On lui a coupé le sifflet. Je vais ouvrir son micro. Je vais tenter d'ouvrir son micro. On mute audio. Et voilà, ça devrait fonctionner. Est-ce que vous m'entendez, Mme Tremblay? Très bien, M. Anctil. Bonjour. Excellent. Bon, ben, bonjour à vous deux. Très content de vous avoir. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Alors, vous faites partie de ce 7e épisode de Bienvenue chez Malo. Et avant de vous accepter dans la rencontre, j'ai dit plein de choses contre vous autres, mais entre autres, une des choses que j'ai dit en votre faveur, c'est que votre point commun, ça a été de vous rencontrer par le biais justement de Chez Malo. La mission de Chez Malo, une des missions, c'est de présenter de bonnes personnes à d'autres bonnes personnes. Vous êtes la preuve vivante que ça marche. Oui, ça fonctionne. Lynn, qu'est-ce que tu en penses? Ah, tellement bien. Complicité assurée. Bon, c'est excellent. Je veux vous présenter d'entrée de jeu et je me suis pas tellement cassé la tête parce que j'ai pris des descriptions que j'ai trouvées sur le web. Je soupçonne Charles Dubois de les avoir rédigées et comme j'aurais pas fait mieux, j'ai décidé de m'en servir. Alors, d'abord, Lynn Tremblay, il est mentionné sur toi qu'il y a des parcours qui impressionnent et inspirent. Bien, le tien en est un. Pilote d'avion, ingénieur, enseignante en aéronautique. Tu t'es bâti en parallèle une carrière d'athlète de haut niveau dans 7 sports différents. Mais ce qui fait de toi une femme inspirante, ça ne se résume pas à ces réalisations. Ce sont les nombreuses épreuves que tu as surmontées et qui t'ont amené à être un modèle de résilience. Alors, c'est ce qui te décrit. On mentionne également qu'aujourd'hui, tu es parmi les meilleurs au monde en tir à la carabine, que tu as fait différents championnats du monde, printemps, automne 2019. Et là, il est mentionné que tu dois représenter le Canada aux Jeux de Tokyo. On va juste changer l'année. C'est la seule chose qui reste à changer. C'est écrit juillet 2020 et malheureusement, ça va être en 2021. C'est exact. Bon, bien, tout est vrai, sauf cette date-là, mais là, c'est pas vraiment de ta faute. C'est quand on parle de choses hors de ton contrôle, on ajoute cette épreuve-là par-dessus toutes les autres avant. Et actuellement, bien, ce que tu fais, c'est que tu t'entraînes en tir à la carabine. Oui, c'est en plein ça. L'entraînement est revenu, là, à peu près, j'ai pris 2-3 semaines de congé au début, là, comme tout le monde, au début de la pandémie, parce que, on a tous été sous le choc. Puis on ne savait pas trop qu'est-ce qui était pour arriver. Puis disons que notre cerveau était ailleurs que dans l'entraînement, là, qui prend une place qui est pas mal moins prioritaire. Et puis, c'est ça, j'ai recommencé à m'entraîner il y a à peu près 2 semaines. Et là, l'entraînement est revenu là, tout à fait à la normale. Alors, quand on dit que tu t'entraînes, c'est que dans ton cas, tu le faisais déjà. Là. Tu ne t'entraînes pas à la maison parce qu'il y a une pandémie. Tu as un couloir d'à peu près 800 pieds de long chez vous, ce qui fait que tu peux tirer à la carabine dans la maison. Ça, c'est peut-être le fantasme de beaucoup de personnes, mais toi, tu es capable de le réaliser. 800 pieds, c'est peut-être un petit peu long, mais dans la réalité, c'est 10 mètres. OK, c'est 10 mètres quand même. Oui. Tu n'étais pas loin, Jannick. Oui, je n'étais pas très loin. En fait, oui, c'est vrai, 10 mètres. Oui. C'est beaucoup, beaucoup de pieds, ça. En fait, moi, le jour où l'impôt va courir après moi, je vais aller chez vous parce que pour se rendre du point A au point B dans ta maison, mon Dieu, on se perd. J'ai retrouvé des gens qui étaient perdus à un moment donné depuis des mois chez vous. Un vrai labyrinthe. Ouais, vraiment, c'est un vrai labyrinthe. Ça prend un GPS. C'est rare dans une maison qu'on a besoin de ça, mais chez vous, Lynn, c'est ça. Et ce qui est fascinant, c'est que ton entraînement,
Tu tires dans une cible, ton entraîneur voit les résultats presque en temps réel, mais ça existait déjà avant le confinement. Alors, vous étiez prêts vraiment aux pires épreuves de la vie, là, vous autres. Oui. Bien, nous autres, parce que en tir à la carabine, au niveau technologique, là, on est très, très, très d'actualité. Hein? Et en étant membre d'une équipe nationale, notre équipe nationale nous a équipés avec tous les équipements virtuels. Et le but de ça, c'est premièrement, c'est que comme on est des personnes à mobilité réduite, ça nous évite de faire beaucoup, beaucoup de développement, de déplacement. On peut rester chez nous et s'entraîner à la maison. Donc, on a nos gymnases, on a, avec tous nos équipements là, de musculation, on a nos équipements pour faire notre cardiovasculaire, on a aussi tous nos équipements pour faire la partie entraînement de tir, qui est extrêmement sécuritaire. Et ça nous permet de pouvoir, comme moi, je peux m'entraîner avec mon entraîneur qui est à Québec, mais en ce moment, ce qui est bien le fun, c'est que je peux m'entraîner aussi avec des coéquipiers ou des collègues de compétition qui sont en Nouvelle-Zélande, qui sont en Australie, qui sont un peu partout dans le monde. Donc, on peut organiser des pratiques virtuelles. Là, c'est un petit peu le même principe que les jeux vidéo. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est ça, les jeunes, ils jouent en ligne là, avec des jeux. Ben moi, c'est la même chose, à l'exception que c'est virtuel, mais je tire de réels projectiles, je tire de réels plombs, pour avoir vraiment la sensation de la carabine, là, parce qu'il y a quand même un petit recul. Puis aussi parce que le projectile, lui, il faut analyser sa trajectoire. Il faut savoir comment le plomb va réagir à ce qu'on lui demande de faire. Donc, ça nous prend les deux. C'est vraiment le fun. Alors, j'ai pas trop de contraintes. Quand on va chez vous, c'est mieux de cogner avant d'entrer. Là. C'est ça, c'est ce que je comprends. Là, parce que Oui. tu sais combien de plombs par jour à peu près? À peu près 300. Hey, mais là, tu viens de me faire penser, tu sais, quand on était jeunes, là, il y avait une bande dessinée, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Tu sais, c'était comme les grands-parents mal léchés, là. Oui. Oui, les ours. Oui, c'était ça. Les mal léchés, oui. C'est ça. Bon, ben, chez nous, c'est un peu ça. Non, c'est tellement pas vrai, là. Non, en fait, c'est que tout est prévu. Quand on a installé le système, tout est prévu. Alors, je peux me barricader de l'intérieur et personne ne peut rentrer dans la maison d'aucun endroit. Donc, à ce moment-là, là, c'est totalement sécuritaire. Puis, on est obligé de toute façon. Puis, c'est par éthique sportive aussi qu'on le fait. Là, on ne veut pas qu'il arrive d'accident. Ben non, effectivement. Mais je le précise parce que là, M. Trudeau a passé, en tout cas, début de projet de loi sur les armes à feu, va restreindre. Mais évidemment, on comprend qu'une carabine à plomb, là, on ne tuera pas personne avec ça. Là. Et c'est ton sport. Avant, tu étais, tu bataillais pour des championnats en tir à l'arc. Oui. On mentionne que tu as fait 7 sports. Aujourd'hui, tu es une athlète paralympique, mais tu as débuté sur tes 2 jambes comme marathonienne, en fait. Oui, c'est ça. Marathonienne. Et là, je ne peux pas vendre de punch, mais en tout cas, il est arrivé plusieurs épreuves dans ta vie qui t'ont forcé à changer de sport. Mais tu avais un rêve qui était de te rendre aux Olympiques. Et quand on dit « tous les chemins mènent à Rome », c'est un peu ton cas. Là. Peu importe le sport que je vais employer, je vais me rendre aux Olympiques. Et c'est absolument fascinant, le parcours que tu as. C'est hallucinant. Je veux présenter Charles d'entrée de jeu. Pas facile de passer après ça, hein? Non, pas facile de passer après ça. Écoute, on peut s'en aller, Charles, parce que là, moi, on va laisser Lynn raconter son histoire sur Zoom. Non, en fait, Charles Dubois, magicien des mots. Et là, en fait, je lis ta description qui te résume tellement bien. Magicien des mots, auteur, journaliste, rédacteur, réviseur, animateur et comédien à Beau de Loin Communication. Pourquoi t'es invité sur cette émission-là? C'est que tu es un proche collaborateur de Communication Jean Malo. Mes textes ne sont pas publiés sans te passer dans les mains d'abord. Mais un jour, je coachais Lynn qui aussi donne des conférences sur son parcours. Et à la fin de chaque conférence, pendant la période de questions, les gens levaient la main. Et la première question qui venait, c'était « On peut-tu acheter le livre? Oui. Il doit y avoir un livre là-dessus, ça n'a pas de bon sens. » Et on disait « Non, pas encore, c'est en préparation. » Et à un moment donné, j'ai dit à Aline, il va falloir s'y mettre. Je vais te présenter quelqu'un. Et c'est là où vous vous êtes rencontrés dans le but d'écrire la biographie de Lynn.
En effet, en fait, tu mentionnais tantôt que c'est le point commun qu'on avait, c'était Jean Malo, mais en fait, c'est Jannick Anctil. Ouais. Moi, j'ai fait le studio de communication Jean Malo à l'époque où Monsieur Malo était là. Ça a été une des plus belles expériences de ma vie, puis je n'arrête pas de le répéter. Mais grâce à toi, on s'est rencontrés, Lynn et moi, pour rédiger ce livre-là. Puis ça aussi, ça a été une superbe expérience parce que non seulement j'ai pu mettre en pratique ce que j'adore faire, mais j'ai rencontré un être absolument exceptionnel. Et tu avais raison, ce que tu disais tantôt, de connecter les bonnes personnes aux bonnes personnes, c'est un peu votre façon de faire. Et dans ce cas-ci, ça a été magique. Puis Lynn s'est rendue une même de mes meilleures amies. Et ça fait pas une éternité qu'on se connaît. Là. Ben oui, en fait, c'est ce qui est très agréable parce que quand tu connectes deux personnes ensemble et que les deux sont très heureuses. Moi Lynn venait me voir parce qu'on avait une rencontre pratiquement tous les vendredis après-midi. Lynn, c'était mon dessert de la semaine, en fait. Et là, vous la voyerez, ben, c'est toujours comme ça. Là. C'est tout le temps comme ça. Elle n'a pas la face de quelqu'un qui a vécu autant d'épreuves. Là. Tu sais, sa face n'est Absolument pas au pas. courant. Alors, vraiment, c'est comme ça. Mais à chaque fois, elle me disait « Ah, Charles, ça va tellement bien avec lui. Mon Dieu, que c'est le fun de travailler avec lui. » Alors là, tu fais deux personnes heureuses, tu fais d'une pierre deux coups. Et pourquoi je t'ai présenté toi, Aline? C'est que d'abord, tu m'as appelé un jour, tu as mentionné que tu as suivi le cours, mon cours en radio-télé avec Jean Malo, ça s'appelait comme ça dans le temps. Oui. En 2009, j'achète l'école. Nous, on ne se connaît pas, mais tu as probablement entendu parler que j'avais acheté l'école et tu m'as contacté. Exact. Tu m'as contacté, puis je pense que ça a été là avant que je te rappelle, mais à un moment donné, on s'est rencontrés ou on s'est parlé, puis tu m'as exposé tout ce que tu faisais dans la vie. Mm-hmm. Et moi, je dis toujours aux gens que c'est ça qu'il faut faire. Il faut tendre des perches. Moi-même, je l'ai fait pour d'autres personnes d'affaires. Quand les gens me demandent une rencontre, je ne me souviens pas d'une fois où j'ai dit non à ça parce que c'est une question de respect. Les gens l'ont fait pour moi. Alors, tu es venu me voir. Si tu n'avais pas fait ça, jamais je t'aurais présenté à Aline parce que je n'aurais même pas su que tu existais. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut d'abord tendre une perche. Et de fil en aiguille, à un moment donné, tu étais venu, je pense, à des rencontres qui s'appelaient les mercredis motivants. Oui. Chez Communication Jean Malo, avec Isabelle Duchamp, on organisait des soirées qui réunissaient beaucoup de travailleurs autonomes. Tu as rencontré une fille qui voulait écrire un livre, Jannick Lausier, je vais la nommer parce qu'elle le dit elle-même. Et là, tu as commencé à aider les gens à commettre des livres, à les réviser, à les rendre beaucoup plus présentables. Et Lynn, à un moment donné, est arrivée sur ton parcours. Je ne me souviens pas en quelle année, mais à ce moment-là, tu avais fait, je pense, un certificat en rédaction spécialisée, rédaction journalistique, révision à l'Université de Sherbrooke, Oui. pour aller chercher encore une corde de plus à ton arc. Exact. Ben, j'avais déjà commencé à écrire mon premier livre, qui est un recueil de nouvelles humoristiques. Et je Voilà, sentais il est ici, je l'ai ici, je vais le montrer, Vertige et des confitures de fraises, 10 belles Hey, nouvelles. merci, tu me diras combien je te dois pour ça. Mais, mais en fait, quand on est dans le processus d'écriture, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe entre le cerveau, le bras, le clavier. À un certain moment donné, on n'est plus en contact avec la réalité. On dirait que quelqu'un d'autre écrit à notre place. Et il y avait quelque chose qui me manquait quand je relisais. Il me manquait de la base, il me manquait quelque chose. Alors, je suis retourné sur les bancs d'école à l'aube de mes 50 ans, ou à peu près. Wow. Et puis, oui, ça a été une bénédiction parce que je suis allé chercher les éléments qui me manquaient pour parfaire ce livre-là. Donc, pour le compléter, pas dans le sens qui est parfait, mais dans le sens de le compléter et avec satisfaction. Ça, c'est un livre que j'ai auto-publié. Et tout de suite après, dans la même foulée, tu m'as présenté Jannick Lausier et ensuite de ça, tu m'as présenté Lynn. Et Lynn, il faut comprendre une chose, quand on fait le récit de l'existence de quelqu'un, ça prend des atomes crochus. Ça, c'est évident. Ouais. Je pense que c'est un secret de Polichinelle, mais il faut absolument que les vibrations passent. Et avec Lynn, ça a connecté du début à la toute fin. Elle a ce sentiment de communiquer son dynamisme, son enthousiasme. C'est quelqu'un qui voit toujours la vie avec un arc-en-ciel. Tu sais, ça va bien aller, ça aurait pu être elle aussi. Et mon Dieu, oui, oui, elle. Et elle l'applique pour vrai. Puis il y a des fois que les gens aient les mêmes épreuves qu'elle. Pas vrai que ça va bien aller. Ah, absolument elle, pas.
Elle le dit, puis elle le pense. C'est vraiment comme ça. Là, il y a tellement de gens qui nous regardent, qui vont regarder cet épisode-là en disant « Hey, moi, là, je rêve d'écrire un livre, j'ai des choses à raconter. » Lynn, c'était ton cas parce que tout le monde mettait un peu de pression. Moi, le premier, on disait « Faut que tu racontes ton histoire, c'est hors du commun. » Comment ça fonctionnait, la collaboration avec Charles? Concrètement, là, c'était quoi exactement? Bien, moi, je voudrais dire à ce propos-là, Charles a parlé de complicité. Je pense que la première étape, là, c'est de rencontrer l'auteur, que les deux parties se rencontrent. Il faut vraiment qu'on sente qu'il y a, au niveau de l'âme, qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a une ouverture d'un côté comme de l'autre. Deuxième chose, je pense que ça prend, avant même d'être capable de parler puis de mettre des mots, je pense que ça prend beaucoup d'écoute, d'une part et de l'autre. Ça, c'est très, très, très important. Et puis, il faut convenir aussi d'un système de communication. Comment on se parle? Puis là, après ça, il y a un protocole. Nous autres, on a comme dressé une espèce de canevas, de méthode de travail, parce que, bon, y va-tu de façon chronologique, on y va-tu par épreuve, on y va-tu par sport. Donc, on a établi une façon de procéder. Et ça prend aussi, je pense, beaucoup de rigueur. Parce que souvent, quand on a un projet puis on ne se fixe pas des objectifs précis, des étapes précises, ça peut durer des années avant qu'on le réalise. Alors moi, c'est ce que j'ai le plus aimé avec Charles, c'est que Charles est un auteur d'une rigueur exceptionnelle. Vraiment, là, c'est vraiment incroyable. Donc, avec cette rigueur-là, on a établi un calendrier. Et on s'est dit, OK, il faut que le livre, admettons, soit fini. Je ne me rappelle plus exactement, là, mais on s'est donné un délai là, dans la réalisation du livre. Et ensuite, quand le livre a été complété, là, il y a d'autres étapes. Là. La correction en Charles, là, on a dû le relire au moins 200 000 fois, là, le livre, avant d'être certain que ce soit correct. Minimum. Mais c'est oui, vrai, c'est ça. Et il y a une notion moi, à mon avis, la notion la plus importante dans la rédaction d'un livre, c'est le plaisir. Avec Charles, on a ri. Des fois, on se disait, en tout cas, si on ne fait pas une scène avec ça, au moins, on va avoir eu vraiment du fun. C'est ce qu'on disait, à des fous rires, là, mais à en pleurer. Donc, je dirais que c'est vraiment comme ça qu'on a fonctionné. Je ne sais pas si Charles est d'accord, mais voilà, c'est un petit peu ça. Ben, entièrement d'accord, oui. Bon, OK. Je reprends ça du début. Complicité. À un moment donné, vous vous êtes appelés, vous vous êtes rencontrés, là, pour vrai? Oui. Oui. La première rencontre a été physique. Les deux, en fait, à vrai dire, les 2 ou 3 premières rencontres ont été physiques. Il y a beaucoup de non-dits aussi quand on se côtoie. On a beau parler pendant des heures, il faut un petit peu regarder la synergologie, un petit peu comment ça fonctionne, parce qu'il n'y a pas seulement que dans la parole et dans l'âme que ça communique, il y a l'aspect physique aussi. Et tout de suite, ça aussi, on est monté dans le même bateau, puis on s'en allait dans la même direction. Écoute, le secret, c'est pas compliqué. C'est que c'était des rencontres d'1 heure ou 2 heures. La première chose que tu savais, tu consultais ta montre puis tu venais de dépasser le temps. OK. C'était agréable. Et on a mis tout de suite les cartes sur table en disant, bon, voici ce qu'on va faire. Tu vas me raconter les premières bribes de ton existence. Je vais les coucher sur papier. Je vais faire un premier test d'écriture. Bien, je vais te le soumettre. Et si ça ne fonctionne pas, bien, on n'est pas pires amis. Et c'est ce qu'on a fait. Elle m'a raconté les premières lignes qu'elle voulait voir. Et dans le fond, c'est pas compliqué. Je dis à Lynn, tu me donnes la matière comme si on communiquait comme ça. Moi, je prends ça en note à la sténo un peu. Je vais chercher le maximum d'ingrédients pour ne pas en manquer. Je ne voulais pas passer à côté. Et j'essayais de résumer tout ça. Je dis romancer, c'est pas une romance parce que c'est vraiment l'existence de Lynn. Mais on le met... on fait de la prose, on le met dans des termes qui sont éloquents. On ne va pas répéter toujours les mêmes choses. Donc, on va essayer de trouver des tournures de phrases différentes, des longueurs de phrases différentes. Mais après ça, je lui ai soumis le test. Puis ça a passé haut la main, puis après ça, on a vogué ensemble. Bon, ben écoute, là, Lynn te raconte, tu rédiges, tu renvoies ça à Lynn. Toi, Lynn, les premiers textes que tu as reçus de Charles, après lui avoir raconté, mettons, le début de ton histoire, quand tu lisais ça, bon, là, je vois déjà tes yeux briller, là, dès que je parle de ça. Alors, c'était quoi ta réaction quand tu as lu les premières pages? Bien, en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, je les ai lus, mais je les ai fait lire à quelqu'un aussi. Okay. Et la première réaction de cette personne-là, parce que moi, je voulais savoir si le style d'écriture de Charles, parce que moi, je ne suis pas auteur, hein, je ne connais pas grand-chose.
Mais ce que j'en comprends, c'est que chaque auteur a un style d'écriture. Oui. Et ce qui a fait la magie entre Charles et moi, c'est que quand j'ai reçu le premier test d'écriture, moi, je l'ai lu, je l'ai fait lire à quelqu'un d'autre, et cette personne-là m'a tout de suite dit, Lynn, on a l'impression que c'est toi qui nous parles. Mhm. On dirait vraiment. Donc, c'est ce qui a fait en sorte qu'on a connecté et ça a vraiment bien fonctionné parce que quand je lisais ce que Charles écrivait, ça venait tellement me chercher, là, les sensations partout. Je dirais que, ouais. Alors, toi, quand tu prends le livre aujourd'hui, puis on va le montrer tantôt, là, mais quand tu prends cette biographie-là, c'est vraiment, il est écrit là-dedans ce que tu voulais qu'il soit écrit. Oui, absolument. Et aussi, autre chose, c'est que je pense que quand on travaille en binôme avec un auteur, il faut faire preuve de gratitude, beaucoup. Parce que, et ne pas être dans le jugement. Quand je dis gratitude et pas dans le jugement, c'est que l'auteur fait vraiment le don de ses mots, le don de ses paroles. Mais l'auteur, c'est pas nous autres. Donc, il faut vraiment faire preuve de gratitude parce qu'il y a des bouts où est-ce que on dit des choses, il écrit des choses, on recommence, on recule, on avance, on recule, on avance constamment. Et puis, la personne qui fait écrire son autobiographie doit vraiment avoir beaucoup de gratitude envers l'auteur, mais de la gratitude envers soi-même aussi. Parce que des fois, de raconter une histoire, retourner en arrière quand on est petit, dans des événements, c'est pas toujours facile non plus. Puis des fois, on bafouille beaucoup, puis on cherche nos idées. Mais à un moment donné, on arrive à un certain contenu. Donc, c'est pour ça que je dirais que Charles a une qualité exceptionnelle, c'est son humanisme. Charles est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'humanisme, beaucoup de gratitude et c'est une personne qui n'est pas dans le jugement. Donc, peu importe ce qu'on lui raconte, on ne sent pas de jugement. Et Charles a beaucoup de compassion aussi, beaucoup d'éthique, beaucoup de confidentialité. Donc, toutes ces qualités réunies font en sorte que on est très enclin à vouloir se confier à cet auteur-là. Et aussi, moi, j'ai pu lui faire confiance que Charles allait livrer ce que je lui demandais de livrer. Puis aussi, il y a certains moments où est-ce que je lui posais la question, ce message-là, Charles, est-ce que tu penses que c'est pertinent de le livrer ou pas pertinent de le livrer? Et Charles était vraiment un très bon juge de ce qu'on devait donner dans le livre et pas. Charles, c'est un peu la personne qui survole la forêt, qui n'a pas le nez collé sur l'arbre. C'est pas sa vie à lui, mais lui traduit l'émotion. Alors lui, c'était facile d'avoir peut-être un peu plus de détachement. Tu sais. Oui. Et aussi, ben c'est parce que là, je donne des détails, mais c'est parce que j'ai plein d'idées qui me viennent. Et aussi, au début, quand on a commencé à écrire le livre, oui, on s'est fixé des objectifs. On s'est donné aussi une chronologie, comment on allait bâtir le livre, une espèce de squelette. Et aussi, on s'est donné une ligne de pensée. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voici l'angle qu'on va prendre. Parce que nous, on ne voulait pas, par exemple, on ne voulait pas aller dans le voyeurisme. Donc, il y a une ligne de pensée qu'on a suivie du début à la fin pour rester dans un corridor, là, pour ne pas aller ailleurs que dans ce corridor-là, sinon on s'étend trop. Et aussi, éthiquement, il y a des endroits où on ne voulait pas aller, hein, Charles? Exact. Bon, alors, vous vous êtes très bien entendu là-dessus. Tu as parlé, Lynn, de la gratitude. Tout ce que tu as dit sur Charles, là, moi, je n'interromps pas, je suis d'accord avec ça. Mais pour ce qui est de la gratitude, on peut dire que toi, tu es un générateur sans fin de gratitude, Lynn. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas, je passe la parole à Charles parce que travailler avec Lynn Tremblay, mon Dieu, l'ego passe plus dans la porte. À un moment donné, là, ça n'a pas de bon sens comment elle est généreuse de ses compliments. Elle est reconnaissante envers le travail. Puis je pense qu'elle l'était avec toi, là, vraiment beaucoup.
Ben, effectivement, ça n'a jamais dérougi. Puis s'il y a quelque chose, ça s'est toujours amélioré sur ce plan-là aussi. Parce qu'au départ, tu sais, quand veut pas, oui, peut-être que la chimie passait, mais il faut quand même apprendre à se connaître avant de tomber dans d'autres émotions qui sont un petit peu plus profondes. On a pleuré à chaudes larmes en rédigeant ce livre-là parce que là, il y a des passages qui sont vraiment très sombres, il y a des passages qui sont très difficiles à avaler. On a ri à gorge déployée. Il y a des jours où on riait tellement, j'ai dit, bon, là, 15 minutes qu'on vient de rire, je te le charge pas, tu sais. Mais mais c'est exactement le genre de sentiment qui nous habite quand on travaille le livre, mais c'est aussi le genre de sentiment qu'on veut communiquer au lecteur. Si le lecteur s'y attarde un peu, il va rire et pleurer aux mêmes endroits que nous, on le fait quand on a construit ce livre-là. Puis oui, Lynn, elle est très généreuse. Elle est généreuse de son temps, elle est généreuse de ses sentiments, elle est généreuse elle est très verbomotrice aussi. Tu la laisses aller, là, puis à un moment donné, c'est comme, elle est partie, puis tout ce que tu as à faire, c'est de taper. Mais après ça, moi, je faisais comme, j'ai tout ça, puis il faut que je synthétise ça. Ouais. Mais c'était de toute beauté. C'est la plus belle expérience littéraire que j'ai vécue à date parce que d'abord, elle ne vient pas de mon propre chef. Moi, là, ce que j'ai fait là-dedans, c'est que je l'ai pris comme étant un élastique. J'écrivais, puis je me suis dit, bon, alors, jusqu'où je peux aller étirer dans la rédaction? Et Céline qui me ramenait, des fois, elle me disait, ça, c'est comme si tu l'avais vécu, c'est comme si tu y étais avec moi. Ça, je suis pas sûr. Je pense que tu étires un peu trop la sauce, on va la ramener, c'est pas moi. C'est correct, c'était fait, c'était voulu de cette façon-là. Puis au départ, on voulait pas de sensationnalisme, mais aussi, moi, je me suis dit, ben, je vais mettre ça le plus rigoureux et le plus sérieux possible. Et c'est elle qui est arrivée et qui m'a dit, moi, je veux un ingrédient et je ne veux pas me séparer de ça, c'est de l'humour. Ben oui, parce que... Et à partir de ça, on s'est mis à écrire un petit peu des deux et là, on s'est mis à démystifier et à dérider tout ça. Et c'est ça qui fait que ça va être un beau voyage littéraire pour le lecteur. Oui, effectivement, parce qu'il y a des moments où on peut voir ça comme étant dramatique. Mais là, c'est tellement énorme que là, ça devient drôle. Tu sais, moi, je pense à une compétition parce qu'à un moment donné, tu as été une athlète en paraski alpin. Un épisode, je pense, à Banff où là, les pistes sont tellement épouvantables que juste finir la course, tu te ramasses avec plein de médailles dans le cou. Tu sais, ça ne s'invente pas. Là. On mettrait ça dans un film puis les gens se disent, ah, là, à pouce. Là. Mais c'est vraiment arrivé. Alors ça, c'est très, très drôle. Il y a des choses comme ça qui sont vraiment cocasses. Mais moi, qu'on peut se dire, Lynn, c'est que tu n'as pas eu une vie ordinaire. Bien, c'est certain que, ben, moi, je dis tout le temps à tout le monde, chaque être humain vit ses Olympiques. Hein. C'est bien dit. On vit tous nos difficultés. Comme personne, quand moi, je regarde ma vie, je trouve que j'ai une vie formidable. Surtout une vie d'aventure humaine exceptionnelle. Je me considère comme une personne privilégiée d'avoir vécu tout ça. Je vais vous expliquer le fond de ma pensée. Moi, dans ma philosophie, je me dis toujours que l'être humain, là, à la base, là, il est né pour... l'être humain, à la base, aime beaucoup tout ce qui est sécurité. Hein, on aime ça être dans le confort. Ouais. On aime ça quand c'est facile. On aime ça quand tout va bien. Il y a une autre partie de la vie, parce qu'on ne fait pas tout le temps ce qu'on veut, il y a une autre partie de la vie qui est moins facile. Ça, en tout cas, moi, je ne connais pas d'être humain sur la Terre qui a ça vraiment, vraiment facile tout le temps. Fait qu'il y a une autre partie de la vie qui est moins facile. Moi, cette partie-là, là, elle m'intéresse beaucoup. Peut-être plus que la vie qui est trop facile, parce que cette vie-là, là, qui est plus difficile, c'est ça qui fait en sorte qu'on est nourri puis qu'on fait des choses qui nous font avancer, qui font en sorte qu'on est des personnes différentes. Puis c'est ce qui fait en sorte que ça ajoute de la valeur à notre histoire personnelle. Et quand une personne a une belle valeur historique, bien là, les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Donc, quand on pousse notre petite zone là, de confort, puis qu'on s'en va un petit peu plus à l'extérieur à chaque jour, bien là, ça fait en sorte que c'est ça. On ajoute une valeur à notre personne. Fait que moi, c'est pour ça que je considère que je suis privilégiée parce que la vie m'a amenée dans des endroits psychologiques, physiques où je pensais jamais aller.
Alors, qu'est-ce que je peux demander de plus? J'ai déjà entendu un dicton qui dit « La vie nous amène pas d'épreuves qu'on pourrait pas surmonter ». En tout cas, il y a un gars en haut qui t'a regardé en disant « Elle est capable d'en prendre parce que vraiment, t'en as eu des épreuves. » Et ce qui me fascine pour t'avoir accompagné en conférence, c'est vraiment la période. Lorsqu'on travaillait sur ta conférence, à un moment donné, il y a un truc qui te stressait et je me sers souvent de toi comme exemple dans mes formations. Tu disais, moi, la période de questions, là, ça me stresse un peu les questions que les gens vont me poser parce que j'ai peur que ça ne soit pas intéressant ce que je vais dire. Et là, moi, j'écoutais ça et je me disais, mon Dieu Seigneur, ça n'a pas de bon sens de dire des choses comme ça. C'était souvent les mêmes questions qui revenaient, mais les gens étaient juste renversés par tout ce qui t'était arrivé. Et après, les gens sont portés à aller te confier des choses. Hein? Après les conférences, les gens vont beaucoup te parler, vont te confier des choses. Et ce qui me faisait sourire, pour ne pas dire rire, c'est que parfois, les gens te racontaient un problème qu'ils avaient. Et des fois, c'était de petites choses. Et toi, tu prenais ça en disant « Oh mon Dieu! » Tu sais, comme si, je ne sais pas comment j'aurais fait pour passer à travers ça, mais c'était 1/1000 à peu près de ce que tu avais traversé. Tu sais, et tu transmettais beaucoup de courage aux gens. Ce qui est présentement, c'est de ça dont ils ont besoin. Ben, tu sais, là, comment je pourrais bien expliquer? Pour moi, là, le courage, là, c'est pas avoir peur. Pour moi, le courage, là, c'est avoir peur, mais passer à l'action quand même. Ouais. Moi, j'ai eu peur toute ma vie. Parce que j'ai fait des affaires qui n'avaient pas de bon sens. J'ai vécu des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Hey Lynn, je vais juste donner un exemple. Tu as été la première femme d'âge mineur à faire un vol-voyage. C'était entre Montréal et la Floride, c'est ça? La Floride, oui. La Floride. Mais là, à ce moment-là, tu as 17 ans quand tu as fait ça? 17 ans, oui. Un pilote d'avion. Tu n'as même pas ton permis de conduire. Tu ne pourrais même pas prendre une voiture, mais tu pars de Montréal, tu t'en vas en Floride pour faire un vol-voyage. Là, quand on parle d'avoir peur, oui, mais une fois que tu es rendu dans les airs, tu te dis, ben là, il va falloir que j'aille. Tu sais, ça, c'est juste un échantillon de ce que tu as fait, là. Oui, mais là, mon père, il m'avait donné un bon conseil. Mon père, c'est un pilote d'avion, puis avant que je parte, il m'avait donné un seul conseil. Il m'avait dit, ma fille, ce qui est important, c'est que pendant ton voyage, c'est mieux d'être à terre puis d'avoir le goût d'être dans les airs que d'être dans les airs puis d'avoir le goût d'être à terre. Quand tu racontes ça en conférence, les gens rient, mais c'est un peu surréaliste. Là. Tu sais, t'as la fille qui dit hey, « Moi, j'ai pas de permis de conduire une voiture, mais je vais prendre l'avion. » C'est un peu ça. Là. Tu dis hey, c'est énorme. Et on dirait que c'est ça qui a guidé ta vie. C'est une succession de défis, mais toujours plus grands que nature les uns que les autres. Puis, tu sais, je pense entre autres à quand tu as décidé de devenir une athlète en tir à l'arc. Tu as accompli des exploits qui prenaient des années à accomplir, mais tu l'as fait en quelques mois, mais avec un outil qu'on appelle le travail, en fait. Oui. Ah oui, ça, c'est très important. Hein? Parce que quand on parle de motivation, là, c'est sûr que, moi, je travaille avec une pyramide qu'on appelle la pyramide de performance. Puis dans la pyramide de performance, il y a un aspect qu'on appelle la motivation. La motivation, c'est pourquoi je fais ça. Comme par exemple, comme moi, là, quand j'arrive en compétition, tantôt, je t'ai dit, moi, j'ai eu peur toute ma vie, j'ai encore peur. Puis la peur, c'est quelque chose qui est normal, hein, parce que la peur, ça nourrit. Puis la peur, c'est comme quelque chose qui nous pousse à avancer, ça nous stimule la peur. Okay. Il y a plusieurs façons de travailler avec la peur. Ça, quand on fait des choses, plus qu'on fait des choses qui nous sortent de notre zone, plus on apprend à travailler avec la peur. Maintenant, c'est ça. Là, je parlais de motivation. Quand on a un objectif, un objectif qu'on veut atteindre, on bâtit ce qu'on appelle une pyramide une pyramide de performance. Et dans cette pyramide de performance-là, il y a ce qu'on appelle la motivation. La motivation, c'est pourquoi on fait ça. Comme moi, par exemple, quand je me présente là, sur une ligne de tir, c'est sûr que je suis comme tout le monde, j'ai peur. On a peur quand on arrive en compétition parce qu'on se met en danger, on met notre ego en danger, hein? Ce qui fait partie du fameux ciné, là, ce qui nous met en dehors de notre contrôle. Donc, c'est pas ce qui nous motive. C'est oui, pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça, mais c'est la discipline aussi.
Parce que la discipline, là, c'est extrêmement important. Le travail, la discipline, tu sais, comme quand, mettons, là, moi, à un moment donné, j'ai fait des expéditions extrêmes, là, des affaires là, d'aller dans le Grand Nord, puis à moins 40 degrés, puis des expéditions là, à coucher dehors pendant 2 semaines, des choses comme ça. Quand tu te lèves le matin, là, puis tu es dans ta tente, là, puis qu'il fait moins 50 000 dehors, là, ça ne te tente pas là, de sortir, puis de t'habiller, puis mettre tes skis. Mais quand tu es discipliné, ben tu y vas, tu as une routine, tu es discipliné à tous les jours. Là, tu te lèves, puis là, tu t'en vas dehors. Puis un coup que tu es rendu là, c'est la motivation qui embarque. Tu sais, fait que c'est 2 aspects vraiment importants. Mais oui, quand on veut arriver à quelque chose, ça prend la motivation, mais ça prend, moi, je dirais qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est la discipline. Et c'est pour ça qu'avec Charles, j'ai eu un bonheur immense à travailler parce que Charles, c'est un être de grande discipline. Vraiment. En fait, Lynn, comme athlète, quand tu disais au début de l'émission, la discipline pour rédiger un livre, c'est important. J'entendais l'athlète parler qui applique dans toutes les sphères de sa vie cette notion-là de discipline. Charles, toi, tu es un gars, tu es comme ça. Tu es discipliné, on t'envoie un texte, puis tu le corriges quand même rapidement. Tu es un gars qu'on sent que tu es très méthodique. Alors, ça doit être plaisant de travailler avec une athlète qui a un peu les mêmes traits de caractère, là. Oui, tu peux pas avancer si on n'a pas la même rigueur de travail. Si on n'a pas la même méthodologie, c'est à peu près impossible. On va en arriver à un produit fini, mais ça va prendre une éternité, puis c'est pas ça qu'on veut. Lynn et moi, on partage beaucoup de choses en commun, dont cette façon de travailler-là. Quand on se donnait un rendez-vous, c'était au quart de tour. Quand on se disait, on se voit la semaine prochaine, Lynn, moi, les 3 pages que tu viens de me donner à la va comme je te pousse, je vais les faire en paragraphe, puis je vais te les envoyer la veille. Tout ça, là, c'était au quart de tour comme Big Ben, là. Et c'est plaisant parce que quand tu travailles comme ça, tu sais à quoi t'attendre de l'autre et vice-versa. Donc, il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de surprise. Et Voilà. puis, oui, voilà. Puis quand le livre est terminé, il est terminé. Après ça, tu dis, ben go, tu veux l'envoyer à ton comité de lecture? Puis là, j'attends les commentaires. On partage aussi le même amour pour le sport. J'ai toujours fait du sport dans ma vie. Alors, quand elle arrivait et qu'elle me donnait cette discipline différente, ben je savais de quoi elle parlait parce que j'ai trempé là-dedans aussi. Lynn, c'est une femme qui aime le monde, qui aime rire. Ça aussi, pour moi, c'est essentiel. On est 2 personnes on est très sociables, on adore rire, on adore se tirer la pipe, on adore faire plein de choses. Donc, oui, tout ça était... tu sais, les planètes, là, elles étaient vraiment l'une derrière l'autre. Tout ça était aligné pour que ça arrive à l'échéance avec un produit qui était satisfaisant. Mais moi, j'avais une grosse balle dans mon camp parce que je me disais, j'ai beau écouter, j'ai beau faire preuve d'empathie, j'ai beau développer mon intelligence émotionnelle, c'est elle et sa gang qui, à la toute fin, vont décider si oui ou non ça passe. Bon, Et, justement, oui. Tu m'amènes un peu à ça. Vous avez travaillé presque en symbiose, là, tous les deux, pendant des mois et des mois et des mois. Là vient le temps où il faut faire lire ça de tierces personnes. Là, tant d'autres personnes dans votre routine de travail, que ce soit un éditeur, un comité de lecture. Comment ça a été? Avez-vous trouvé ça difficile d'avoir d'autres personnes qui embarquent dans ce projet-là quand vous étiez habitués de travailler juste les deux ensemble? Je vais commencer. Vas-y, Lynn. C'est sûr que quand il y a toujours comme un élément anxiogène, en ce sens qu'on se dit toujours, est-ce que les gens vont aimer ça? Je pense que c'est humain de vouloir... Malgré que moi, j'avais tellement confiance en l'écriture de Charles, pour moi, là, je travaille avec des experts. Hein, partout, là, dans toutes mes sphères de vie, je travaille avec des experts, puis je me dis, Charles, c'est l'expert, puis Charles, il me dit que c'est prêt, puis il me dit que c'est correct, fait que j'y fais confiance, puis je me lance. Puis, là-dessus, là, j'aimerais ça ouvrir une parenthèse. Hein. Parce que, tu sais, il y a ce qu'on appelle l'engagement. Tu sais, l'engagement, là, moi, en tout cas, je vais peut-être être un petit peu controversée, là, cet après-midi, mais des fois, là, avoir trop d'options, là, faut pas trop, des fois, il ne faut pas avoir trop d'options. Parce que quand on a trop d'options dans la vie, puisque nous autres, on aurait pu le retarder le livre, puis le peaufiner encore, puis le mettre encore meilleur, puis continuer,
À un moment donné, dans la vie, quand on a trop d'options, là, on avance de côté. On ne va pas par en avant. Tu sais, on longe le mur tout le temps. Toi, tu veux dire d'attendre d'avoir la perfection avant de procéder. C'est ça. Tu sais, il y a des fois dans la vie là, qu'il faut s'engager, puis il y a le mur en avant, puis il faut dire, bon, ben là, c'est le moment maintenant, puis on le traverse, puis on va de l'autre côté. OK. Parce que des fois, quand tu as trop d'options, là, puis là, tu te dis, ben on va attendre encore un peu, on va essayer ça. Là, des fois, je ne sais pas si vous comprenez ce que je Oh, veux ouais, dire. ben, Ouais. On longe le mur, on ne s'engage pas. Bon, ben, et puis quand on travaille avec une bonne équipe, avec des gens avec qui on a confiance, ben on saute par-dessus le mur et on se dit, bon, ben on y va. Fait qu'avec Charles, c'est sûr qu'il y a eu une petite appréhension parce que je trouvais que le mur, il était haut, mais un coup qu'on a passé à la porte, qu'on a passé par-dessus le mur, après, ça a super bien été. C'est ça. et là, Charles, quand venait le temps de confier ça, confier le fruit de votre travail à tous les deux, qui a nécessité des dizaines et des dizaines d'heures, c'est vrai qu'il doit y avoir un aspect un peu paniquant pour un auteur. Moi, il y a des auteurs parfois qui m'envoient leur manuscrit et ils tremblent quasiment en me le donnant parce que là, tu vas avoir le jugement de l'autre. Oui. Et je comprends très bien ce qu'on peut ressentir à ce moment-là. Ben moi, j'ai une image, j'ai toujours une image en tête que je donne pour décrire ce que c'est que l'évidence. Quand tu demeures dans un 16 logis, il faut que tu t'attendes à demeurer auprès de 15 autres locataires. Quand tu écris un livre et que tu le soumets à quelqu'un d'autre, tu t'ouvres à des commentaires. Ouais. Ce qui était plus facile pour moi dans cette période-là, c'est que Lynn et moi, on avait comme une espèce d'entente, je dirais pas tacite parce que on s'en était parlé puis on s'était dit, voici ce qu'on peut accepter, voici ce de quoi on ne déroge pas. Laissons-le aller, soyons ouverts aux commentaires. Et moi, je dois avouer une chose, j'en ai pas écrit 10 000 livres, là, et j'étais vraiment prêt à recevoir les commentaires constructifs OK. parce que j'avais Lynn derrière moi aussi qui me disait attention, moi aussi, il y a mon comité de lecture ou il y a ma gang aussi qui va avoir son mot à dire là-dedans. Donc, ça a assoupli un peu mon ego de ce côté-là parce qu'il faut dire une chose. Quand tu ne fais pas face à la musique trop souvent dans ta vie, quand elle arrive, il faut que tu sois un peu plus prêt à l'accepter, plus ouvert. Avec Lynn, c'était plus facile parce qu'on était en tandem là-dedans. Oui. C'est quoi le compromis que vous avez eu à faire, le plus gros compromis peut-être du moment où vous présentez le manuscrit au moment où vous tenez le livre dans vos mains, là? Ça n'a pas été le même produit du début à la fin. Ça a été quoi le plus gros compromis? Moi, je peux répondre pour moi d'abord. On n'a pas, en fait, Lynn, c'était plus du côté de Lynn parce qu'il fallait qu'elle fasse abstraction de certaines choses qui s'étaient passées dans sa vie. De prime abord, on les écrivait et on se disait, bon, quand on va lire et relire, c'est toi qui décideras si oui ou non tu veux garder On le coupera au montage, au pire. l'implication de ces gens-là ou le passage de cette anecdote-là. De mon côté, des compromis, j'en ai pas eu beaucoup à faire. Il y a eu une chose qui était très intéressante, puis il faut le mentionner aussi, c'est que les gens vont lire le livre sur la page couverture. Lynn, elle est l'auteur du livre. Pourquoi elle est l'auteur du livre? Parce qu'elle est l'auteur de sa vie, tout simplement. Elle est l'auteur de tout ce beau scénario-là de 400 pages. Moi, je suis le rédacteur. Pourquoi? Parce qu'on a pris une décision au départ, sans même le savoir, mais c'était vraiment la meilleure chose pour nous à faire, la meilleure voie à emprunter, c'est que Lynn parle au jeu dans ça. Et comme elle est très expressive, elle est très colorée, comme les gens qui viennent de son coin de pays aussi, c'était évident que c'était elle qui racontait son histoire. Donc, on voit sur la couverture Lynn Tremblay. Là, on le voit pendant que tu nous parles. Là. Je ne sais pas si vous le voyez, dans la mire du destin. Oui, voilà. Donc, Lynn, elle est l'auteur de son histoire et moi, je l'ai simplement rédigé. Et ça, là, ça a été du début à la fin, cette belle complicité-là, où on faisait fi de tout ce qui venait entraver un petit peu l'ego, tout ça. Non, on a travaillé en équipe, main dans la main, et puis c'est ce que ça donne. Puis, honnêtement, après plusieurs relectures, on est fiers du produit fini. Est-ce que ça aurait pu être mieux? Peut-être, mais c'est pas à moi de décider. Moi, j'ai donné ce que j'avais à donner en termes de jus, en termes d'essence. C'est Lynn et sa gang qui finissent par décider aussi à la fin. Parce que c'est son histoire, de toute façon. Oui, c'est ça. Toi, Lynn, as-tu trouvé qu'il y avait eu certains compromis à faire qui t'ont dérangé ou au contraire, le livre est publié, c'est correct? Parce que le livre aurait pu avoir 800 pages. Là. On va s'entendre là-dessus. Là. Ça aurait pu...
es une fille du lac en plus, tu es une bonne raconteuse, mais tu avais appris quand même à synthétiser en conférence aussi. Oui, on a travaillé chance. fort sur ça, hein, Jannick? Hein? Ben, moi, je raconte souvent, faut que je raconte ça aux gens, c'est que je me sers tellement souvent de ton exemple parce que beaucoup de gens veulent être conférenciers ou conférencières, viennent ici, et là, je leur dis, là, vous allez voir que le rêve américain là, du conférencier ou de la conférencière devant 1000 personnes qui a dîné, il y a énormément de travail derrière ça. Et je donne l'exemple de l'esprit de synthèse où la première fois que je t'ai vu en conférence, sans te connaître, la radio m'avait demandé d'aller te présenter à Magog. C'était bon d'être gens et tes conférences duraient 2h30. Mais là-dessus, il y avait 1 heure de « je veux faire une parenthèse ». En passant, j'étais rendu où déjà? Alors là, on voyait la fille du lac. Et à un moment donné, bon, tu viens me rencontrer, je pense 1 an après, et là, tu dis hey, « mon Dieu, c'est épuisant de donner des conférences. » Je dis « ben ça donne bien, ton public est brûlé autant que toi à faire, parce qu'il y a 1 heure de trop là-dedans, là, tu sais. » Alors, mais une vraie athlète qui applique cette discipline-là dans toutes les sphères, mon Dieu, que tu as travaillé fort, c'est hallucinant. Et la plus haute voltige comme conférencière, ça a été à un moment donné de te présenter au quartier des Estrantes le jour de la femme pour un événement, un méga événement organisé par Marie-Lise Pilote, où tu devais résumer une conférence. Là, c'était plus 2h30. Il fallait que ça entre en 5 à 7 minutes, je pense. Oui, c'était ça. C'était 8 minutes, Jannick. 8 minutes. Mon Dieu, on était lousse. On avait du lousse. Mais d'habitude, ça durait 2h30. Hey, là, je peux te dire qu'on a coupé des choses. Mais avais-tu une entracte dans le 8 minutes? Non. Ouais. mais Charles, il n'y a pas eu d'entracte, mais il y a eu 3 ovations. Alors, non, le seul reproche que Lynn m'a fait le lendemain, parce que moi, je n'ai pas pu assister, mais elle m'a appelé et elle a dit « La seule affaire que tu m'as pas enseigné, c'est comment réagir à ça des ovations. » Je vois, quand il reste juste ça comme problème, là, je vais te dire, on va avoir moyen de travailler. Mais ce soir-là, plusieurs femmes avaient pris la parole, une dizaine. Il y en a 2 qui ont respecté le temps requis. Il y a Joanne Fontaine. Alors, on la regarde en haut, Joanne, hein, paix son âme. Et il y a toi. Alors, il y avait énormément de discipline derrière ça. Tout le monde a débordé. Mais je pense que c'est toi qui a été vraiment le coup de cœur ce soir-là. Mais en tout cas, ça s'est très bien passé parce qu'on avait beaucoup travaillé, hein, Jannick, hein, des heures. Pour un 8 minutes, là, ça a pris beaucoup d'heures à préparer. Voilà, donc c'est sûr que monter une conférence comme écrire un livre, ça demande, c'est ça, de la synthèse, ça demande du travail, ça demande de l'analyse, ça demande c'est ça, beaucoup de discipline. Et même pour un livre, à minuit moins 1, il faut recouper 20 pages, il faut recouper des passages parce qu'il faut que ça rentre aussi dans un format. Tu sais, il y a plusieurs critères qui entrent en ligne de compte, puis je ne donnerai pas un cours sur comment publier un livre, mais c'est vrai que tout le monde a ses exigences. L'éditeur en a, bon. Oui, bien ça, par exemple, là, c'est ça, là, je viens de trouver mon idée. En fait, là, c'est que travailler avec un éditeur, pour moi, c'est nouveau. Charles avait déjà vécu l'expérience, puis Charles, c'est un auteur, donc il connaît beaucoup le monde de l'édition. Moi, c'est nouveau. Et les éditeurs, c'est ça, ils ont leurs critères, ils ont leur façon de procéder, etc. C'était une aventure vraiment extraordinaire parce que j'ai appris des nouveaux mots par rapport à tout ce qui est livre. Donc, ça a été vraiment formidable. Et tantôt, tu m'as demandé, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Bien, moi, là, la partie que j'ai trouvée le plus difficile, là, pour être vraiment honnête, là, c'est quand est arrivé le temps. Moi, je ne savais pas que sur une page couverture, parce que pour moi, l'auteur de mon livre, c'est Charles Dubois. OK. C'est pas moi qui ai écrit le livre. Moi, j'ai tout simplement raconté mon histoire et Charles a mis ses mots sur ce que j'ai dit. OK. Mais quand le livre est sorti, on n'a pas pu mettre le nom de Charles Dubois comme auteur du livre. On est obligé d'inscrire en collaboration avec Charles Dubois parce que les livres, les biographies, on ne peut pas mettre le nom de 2 auteurs. D'accord. Alors là, on le voit au moment où on se passe, c'est écrit dans La mer du destin, Lynn Tremblay avec la collaboration de Charles Dubois. Oui, c'est ça. Donc, si jamais, moi, je préviens les gens, si jamais vous avez à écrire avec un auteur,
il y a lieu au départ, quand vous commencez à travailler avec cet auteur-là, d'en parler de ça. Ça, c'est très, très, très important. Donc ça, pour moi, ça a été la plus grande difficulté du livre parce que Charles, pour moi, c'est le héros de ce livre-là. C'est le héros d'avoir mis des mots. Tu vois comment elle est, hein? Charles est plus, ouais, mais ça, c'est toujours comme ça. Elle est toujours comme ça. Mais de ne pas avoir pu mettre son nom officiellement comme auteur du livre, pour ça, moi, ça m'a brisé le cœur. On en a eu pour une semaine, hein, Charles, à en parler, puis on a essayé de trouver toutes les façons possibles et inimaginables, mais l'éditeur n'en démordait pas. C'était cette méthode-là qu'on devait utiliser. Ouais. Oui. Mais là, vous allez, la beauté de ça, c'est que ça, on apprend beaucoup au premier. Et là, vous avez décidé de ne pas vous limiter à un livre, là. Vous êtes en train de travailler sur un deuxième ouvrage. Oui, on est en projet présentement. Donc, mais là, on n'en dit pas plus. Hein? Non, OK, c'est correct. C'est pas moi qui décide, mais effectivement, on s'est entendu pour pas trop en parler. Non, c'est correct, c'est correct. Puis je ne veux pas de secret. Mais vous avez décidé, en fait, on peut dire, de poursuivre votre collaboration avec d'autres projets. Ouais. Ben oui, Lynn, c'est un sac à surprise, c'est un sac à expérience. Elle était rendue à un point où il fallait absolument qu'elle se raconte, sinon ça débordait. Elle a vu, écoute, moi, c'est pas compliqué. Je dis aux gens, elle a vécu quelque chose dans une existence que moi, ça m'en prendrait 100 à vivre. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, alors, il faut. on peut compter son âge en années de chat, là, presque. Exact. Puis je veux pas discréditer les autres biographies. Je suis un maniaque de biographie. Je regarde ça, puis il y a du jus. Mais c'était nécessaire de le faire. Il faut que les gens lisent ce qu'elle a traversé, les expériences qu'elle a vécues, comment elle s'en est sortie. Pourquoi? D'abord, pour relativiser. Aujourd'hui, on se regarde, puis on se coupe un doigt, puis my God, c'est la fin du monde. Mon Dieu. Ben, puis maintenant, moi, depuis que je connais Lynn, on dirait que je suis un peu moins plaignard que je l'ai déjà été. Parce que là, ça n'a pas de bon sens. Là, je me dirais, tu sais, là, on traverse une pandémie, la plus grosse épreuve collective de notre histoire. C'est ce que j'allais dire. À moins d'avoir 90 ans, il n'y a personne qui a traversé ça dans sa vie. Sauf que, tu sais, je repensais à Lynn, puis je me disais, mon Dieu, ouais, écoute, elle ne doit pas trouver que c'est si pire que ça. Là, tu es payé pour rester chez vous. Puis, bref, elle a eu tellement d'épreuves. Tu parlais du livre, Charles. Lynn, on va pouvoir, en fait, on vit d'espoir, là, mais aller te revoir en conférence à un moment donné. Oui, c'est ça. Bien, en fait, c'est qu'au début de ma carrière de conférencière, j'ai travaillé avec mon Yannick, qui est extraordinaire, parce que moi aussi, je fais partie de Communication Jean Malo. Mais c'est correct. Mais là, tu es maintenant représentée. Tu travailles un peu avec Marie-Lise Pilote, je pense, et tu es représentée par l'agence Pierre Gravel International aussi pour tes conférences. C'est ça. Alors, en fait, Marie-Lise Pilote joue un rôle primordial dans ma vie. D'abord, mise en scène un peu de ta conférence. C'est ça. Alors, Marie-Lise s'est rendue ma grande amie. Mon gérant, c'est son conjoint qui s'appelle Daniel Harvey. C'est le producteur au Québec qui a gagné le plus de prix Gémeaux. OK. C'est un être exceptionnel. Donc, j'ai deux alliés là, formidables. Et je travaille aussi avec mon ami Charles pour autre chose, d'autres projets. Et je donne aussi des webinaires. Donc, on a une forme de conférence sur scène. Je donne des webinaires aussi. Parce qu'il a fallu se tourner sur un dixième quand la pandémie est arrivée. On appelle ça l'adaptation. Et puis, comme toi, ton émission, c'est formidable, Yannick. Je t'en félicite. Quand je vous vois, je réalise que c'est formidable parce que on se garde en vie. C'est un réservoir d'énergie, cette émission-là, parce qu'on soit des gens comme vous. Mais si on veut être en contact avec toi, Lynn, on ne peut pas te toucher présentement, mais on peut t'entendre, on peut Est-ce qu'on va sur le lynntremblay.ca? Oui, c'est ça exactement. Donc, vous allez sur lynntremblay.ca, ça va vous mener à un site, au site de l'agence Pierre Gravel International, dans le fond, qui, eux, me représentent pour les conférences, eux qui vendent les conférences, etc. Donc, l'agence Pierre Gravel. Et là, Yannick, je voudrais profiter de la tribune aujourd'hui pour parler encore de Charles. Ben voyons d'autres. Oui, parce que oui, il y a le livre, oui, il y a les conférences, mais en ces temps de pandémie, tantôt, je vous ai parlé de pyramide de performance. Quand on a à faire une performance qui est en haut de la pyramide, là, le pourquoi on fait ça, là,
la partie la plus importante, c'est à quoi on contribue comme citoyen. Oui, De quelle façon on peut aider son prochain. Ça, c'est extrêmement important. c'est vrai. Et en ces temps de pandémie, moi, je me suis demandé comme athlète, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider? Hein? Parce que c'est important là, d'aider, d'essayer de trouver une façon d'aider du mieux qu'on peut. Toi, Jannick, là, c'est de par ton interaction avec les autres et par ton émission. Et moi, c'est Charles qui m'a inspirée. Aujourd'hui, je lance mon idée. Il y a quelques semaines, notre beau Charles est devenu grand-père. Oh, bravo! Un Oui. sirop, Mais c'est non. vrai, on a vu ça passer sur les réseaux sociaux. Ben Oui, voilà. Avec sa conjointe, si je peux me permettre de donner son nom, Ben Linda, oui, qui est formidable. Donc, c'était l'anniversaire il n'y a pas longtemps. hier. Actuellement, Hier, c'est vrai. Avant hier, pardon. Avant hier, OK. exactement. Et la semaine passée, je demande à Charles, j'ai dit, est-ce que Linda a pu prendre le petit bébé dans ses bras? Quoi de plus important pour des grands-parents de prendre leur petit-fils ou leur petite-fille dans les bras? Moi, je suis moi-même grand-mère. Oui, oui. Puis aujourd'hui, ce qui me rend le plus triste en ce moment, c'est de ne pas prendre mes petits-enfants dans mes bras. Je trouve ça vraiment difficile. Oui, j'adhère. Et la semaine passée, Charles m'a dit non, Linda et moi, on n'a pas pu prendre notre petit bébé dans nos bras. Je savais que c'était l'anniversaire de Linda. Alors, j'ai réfléchi pendant plusieurs nuits, parce que c'est là que ça se passe. Et j'ai décidé d'inventer Linda l'a nommée Ah oui, la câlin mobile. la câlin mobile. Ah bon? Alors, j'ai inventé un système qui permet aux nouveaux grands-parents de pouvoir prendre le bébé dans leurs bras. OK. Hein? On a vécu un petit miracle. Ben voyons donc, ça fonctionne comment cette affaire-là? Ça fonctionne, il y a 2 espaces clos qui sont parfaitement désinfectés. Et les grands-parents, à l'aide d'un système de manches, de bras, Oui. peuvent prendre le bébé dans leurs bras. C'est ce qu'on a fait. Et là, vous avez fait ça pour vrai. Vous êtes rendu, c'est à Sherbrooke, ça, je pense? Oui, C'est ça. oui. Moi, j'ai appelé Charles dimanche matin pour lui dire aujourd'hui, ça va être une journée très particulière. Alors, je vais vous demander de venir à Saint-Élie-d'Orford chez leur fille qui avait le petit bébé. Et pour la première fois, ils ont pu prendre le bébé dans leurs bras. Et tout est approuvé médical. Là. Il n'y a aucun danger. OK. L'appareil en question se déplace chez les gens. Exactement. C'est ça. Ben voyons donc. Alors, L'appareil en question, c'est sa camionnette. Ah, d'accord. Tu as monté ça dans ta camionnette? Oui, Ben exactement. voyons donc. Et là, ce matin, je me suis levée parce qu'évidemment, quand on conçoit quelque chose, on fait toujours une rétroaction de voir qu'est-ce qu'on peut changer, comment on peut améliorer le produit, etc. Et là, depuis ce matin, je suis dans la rénovation de mon produit. Et d'ici la fin de semaine, le produit va être entièrement terminé, complété, prêt à être utilisé. Alors, j'aimerais inviter les grands-parents de la région qui ont des nouveau-nés et qui n'ont pas eu la chance de prendre le bébé dans leurs mains, de rentrer en contact avec moi via mon site internet lintremblay.ca, Lynn avec un Y, hein, bien important. Oui, on va le partager d'ailleurs, là, les gens qui écoutent via notre chaîne YouTube, les coordonnées vont être partagées. Voilà. Et moi, ça me fera un grand plaisir sur rendez-vous, évidemment. Je leur expliquerai les modalités de la chose parce qu'il faut être extrêmement rigoureux dans la désinfection, etc. là. Et puis, ça me fait un grand plaisir d'aller rencontrer ces gens-là et faire en sorte de transformer, qu'ils puissent prendre leur petit bébé dans leurs bras. Wow! Là, Charles, tu as vécu ça avec Linda. Comment ça s'est passé? Ben, en fait, c'était sous le couvert du secret depuis le début. Moi, le plus difficile, c'était de demander à ma douce de ne pas poser trop de questions. Finalement, elle a passé le test quand même. Mais on est parti de la rive sud du secteur de Montréal. On s'est rendu jusque là-bas. Et là, arrivé là-bas, il y avait quand même un mystère qui planait parce que Lynn donnait des directives un peu... tu sais, ça fait partie de son tempérament, son caractère. Les choses étaient vraiment bien... c'était bien construit. Elle savait
où elle s'en allait. Alors, on a suivi les directives, puis effectivement, c'est sûr que ma blonde est allée parce que c'est vraiment sa petite fille, Mia Rose. Donc, ça fait quand même au-dessus d'un mois qu'elle est née et puis elle n'avait pas pu la prendre dans ses bras. Et hier, elle a vraiment expérimenté ça. Et on sentait là, ce nuage d'émotions-là. Là. Il y avait des pleurs, il y avait des rires, il y avait toutes sortes de choses. Et moi, par procuration, c'est ma petite fille par procuration, mais je suis arrivé après puis j'ai dit, my God, c'est toute une invention. Et je le disais tantôt, on a vécu comme un mini miracle avec ça. Parce qu'on ne s'y attendait pas. On regarde les jours passés et on se demande quand sera la veille où on pourra câliner cet enfant-là, mais c'est minimum 1 an. Alors là, elle nous a réservé ça. Et ça, c'est Lynn. Tout craché. C'était le secret total. On arrive là-bas, c'est comme... Tu aurais donné 1 million à ma blonde, elle n'aurait pas pris. Non, c'est clair. Puis c'est votre première en plus. Tu sais, le premier petit-fils ou la première petite-fille, c'est sûr que là, c'est un événement majeur. Et ils m'ont dit que c'est difficile de ne pas voir nos petits-enfants autres que par Skype ou par FaceTime. C'est j'ai tellement hâte de retourner à la crème glacée. Tu sais, moi, on m'appelle papy glacé, là, c'est parce que je suis très identifié au bar laitier. Mais on peut pas faire ça, puis c'est difficile. C'est difficile. Lynn, ça c'était Lynn, l'ingénieur, parce qu'il y a Lynn, l'athlète, il y a Lynn, mais là, l'ingénieur qui réussit à patenter. Mon Dieu, que tu retiens de ton père, ça n'a pas de bon sens. Quand j'entends des choses comme ça, ton père qui est un patenteur, qui a construit son propre avion. Alors, on va partager ces coordonnées-là. Oui. J'invite les gens à acheter ton livre. Alors, on va mettre le lien. Ils peuvent l'acheter directement chez DLL, entre autres. Ils peuvent le commander là. On va pouvoir assister à tes conférences un jour, mais il faut absolument que vous assistiez à cette conférence-là. Et je vous le dis, vous allez sortir de là en disant « Hey, là, ça, à beurre épais. » Non, tout ce qu'elle raconte là, ça lui est arrivé pour vrai. Je sais que c'est difficile à croire, mais moi, je peux vous le garantir. Il y a des coupures de journaux, il y a plein de preuves. Alors, ça lui est arrivé pour vrai. Et vous allez passer un moment incroyable. Vous allez être énergisé. Vous allez dire de quoi on se plaint, on se retrousse les manches et on atteint nos objectifs. C'est vraiment ça qu'on retient. Puis après ça, vous allez dire, j'achète le livre parce que lorsque tu vas donner des conférences, évidemment, le livre va se vendre comme des petits pains chauds. C'est que là, le livre a été publié, les conférences sont un peu mis en veilleuse à cause de la situation qu'on connaît. Oui, tout à fait. Il y a quand même les webinaires, mais tout de même, hein, on est tous un peu sur la glace présentement. Là. Oui. Il n'y a pas meilleure période qu'un isolement pour se taper un livre. D'ailleurs, moi, je peux te dire que j'ai un exemplaire, je l'ai apporté à mon père qui est confiné parce qu'il a 71 ans. Donc là, j'ai dit, lis ça, puis mon père, c'est pas un grand lecteur, mais là, t'as plein de temps. On n'a que ça du temps. Donc, et il était très content parce qu'il a assisté à un moment donné à une partie de ta conférence. Alors, lui, il te connaît, puis ça va être très agréable. Je suis allé lui porter de l'épicerie, puis dans son sac d'épicerie, il y avait la biographie de Lynn Tremblay. Dans la mire du destin. Alors, je vous invite, on va partager le lien. C'est tout le temps qu'on a, ça a passé trop vite, mais je veux vous remercier. Je veux dire que je vous aime énormément. Et je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Peu importe les projets que vous allez accomplir ensemble, je sais que ça va être un grand succès. Puis, je vous en souhaite énormément. Charles, tu continues de travailler très fort. Tu rédiges. Tu n'as pas arrêté de travailler tant que ça. Non, j'ai quand même quelques clients là, qui me donnent beaucoup de travail par les temps qui courent. C'est des semaines un peu plus, je dirais, aérées, mais quand même, on continue de faire le même travail. Et puis, quand on fait ce qu'on aime puis on aime ce qu'on fait, ça passe vite et puis on ne se soucie pas de ce qui se passe à l'extérieur. Je voulais profiter du moment pour te remercier. En termes de qualité humaine, Lynn et toi, vous êtes absolument dans le même réseau. C'est fantastique de t'avoir avec nous. Et puis, merci beaucoup pour la belle opportunité que tu nous offres là. Ça me fait plaisir. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Et à vous, chers internautes, vous allez avoir les coordonnées. Je vous le répète, vous pouvez adhérer à la chaîne Bienvenue chez Malo. C'est tout à fait gratuit. Vous voyez comment on rencontre des gens inspirants. Mais ces gens-là sont venus chez Malo. On les a présentés. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est hautement gratifiant pour l'animateur que je suis d'avoir pu jouer un peu l'entremetteur avec ces personnes-là. Et j'espère pouvoir le refaire bientôt pour tellement d'autres personnes. Alors, merci encore une fois. Merci. Bye-bye. Bonjour. À la prochaine.